le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeuse semaine, bienvenue dans ce nouveau numéro de la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale, à Jacques Mel pour présenter le grand journal, Joannel François et Smith Jean-Julien, Rouban sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Environ 6 réfugiés sur 10. Pauline Godard, l'envoyé spécial de France 24 pour un décryptage de la situation en Pologne. Tout de suite en Pologne, justement, à la frontière. Pauline Godard, notre envoyée spéciale. Pauline, bonsoir. Quelle est la situation? Où en est-on du flux des réfugiés ukrainiens? Alors écoutez, selon les derniers chiffres fournis par les autorités ukrainiennes, eh bien, ce flux de réfugiés est en baisse. Il a baissé ces dernières 24 heures de 30%. Les ONG et les bénévoles nous ont pourtant confié qu'ils s'attendaient à une arrivée massive de réfugiés suite aux bombardements qui ont eu lieu samedi à Lviv. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Écoutez, nous, ça fait environ une semaine que nous sommes ici. Et ce qu'on peut constater tous les jours, eh bien, c'est un renforcement de la sécurité, que ce soit à Medica, à la frontière, ou ici, dans ce centre de réfugiés d'accueil et d'hébergement qui se trouve juste derrière moi. La sécurité est renforcée un peu plus chaque jour. Maintenant, quand vous voulez rentrer ici, eh bien, des barrières ont été posées devant, à la sortie et à l'entrée. Il y a des policiers positionnés. Il faut vraiment montrer patte blanche pour venir ici. Avant, vous pouviez vous rendre ici sans aucun problème. Et par exemple, maintenant, si vous êtes bénévole et que vous voulez proposer votre aide pour aider une famille à rejoindre un pays européen, eh bien, il faut attester, s'enregistrer d'abord, fournir son passeport, fournir sa plaque d'immatriculation, avoir des papiers officiels comme quoi vous êtes membre d'une association. Une fois que tous ces papiers sont vérifiés, eh bien vous obtenez un bracelet vert avec un QR code. Ce bracelet vous permet de devenir chauffeur et donc d'attendre patiemment qu'une famille veuille bien partir avec vous. Mais tout est vraiment contrôlé. On voit cette sécurité renforcée chaque jour un peu plus. Et Pauline, malgré ces contrôles, vous êtes rendue dans un centre de réfugiés à une centaine de kilomètres de la frontière. Là aussi, c'était difficile. Oui, et c'est assez rare, puisque dans la plupart des centres dans lesquels nous nous sommes rendus, on n'avait pas le droit de filmer. Et puis les journalistes, généralement, ont le droit de rentrer de quelques mètres pour voir, pour vous décrire comment c'est organisé à l'intérieur, mais pas plus. Et là, on a eu la chance de pouvoir rentrer dans ce centre de réfugiés et de pouvoir filmer. Et nous avons discuté avec différents réfugiés. Ce centre peut en accueillir environ 450. Ils étaient un peu plus de 200 à avoir passé la nuit dans ce centre qui se trouve à une centaine de kilomètres de la frontière. Medica, et on a eu des témoignages poignants comme Natalia qui venait de Kharkiv, qui était là avec sa mère et sa belle-mère. Elle nous a expliqué qu'elles avaient mis du temps à faire ce choix de passer le cap, de décider de partir et de rejoindre la Pologne, mais elle nous expliquait que la situation était devenue insoutenable, que c'était beaucoup trop dangereux, et puisque au quotidien les bombes volaient au-dessus de sa tête, elle n'arrivait plus à dormir. Elle nous a d'ailleurs dit que sa ville était quasiment complètement détruite, son université. Elle nous parlait avec les larmes aux yeux, mais elle a réussi à convaincre enfin sa mère et sa belle-mère de franchir ses frontières. Elle était contente d'avoir pu arriver saine et sauve ici. Elle nous a expliqué avoir pu pour la première fois depuis des semaines enfin dormir quelques heures, plus de 6 heures d'affilée, et que ça l'avait soulagée. Et puis Marina nous a également expliqué qu'elle venait de Zaporijjia, sa ville qui était de plus en plus encerclée par les Russes, et qu'elle avait peur que bientôt l'aide humanitaire n'arrive plus. Elle a mis des jours pour arriver ici. Elle a pris plusieurs trains. Elle a marché avec ses 2 enfants, avec sa sœur, avec son neveu. Ils ont marché jusqu'ici. Et tous nous ont dit, lors des interviews qu'on a pu faire dans ce centre de réfugiés, tous nous ont dit qu'ils préféraient, qu'ils voulaient témoigner justement pour dire au monde de ce qui se passait dans leur pays. Et ils espèrent, en tout cas, tous nous ont dit qu'ils espéraient, dès que la guerre serait finie, qu'ils pourraient retourner dans leur pays. Merci Pauline. Pauline Godard, donc envoyée spéciale à la frontière polonaise. Pour parler entre la Russie et l'Ukraine, alors que la Russie continue d'attaquer les villes ukrainiennes, telles que la capitale Kiev et Lviv, dans l'ouest du pays,
Les pourparlers en présentiel devraient reprendre cette semaine. Cependant, quand et où les rencontres pourraient avoir lieu n'est toujours pas très clair. Voici un reportage signé CGTN News. La partie ukrainienne a déclaré que les pourparlers auront lieu de lundi à mercredi en Turquie. La Russie indique qu'une réunion hors ligne commencera mardi. Le négociateur en chef russe, Vladimir Medinsky, a déclaré que les pourparlers étaient toujours au point mort sur certaines questions principales, malgré des accords sur les questions secondaires. Le ministère russe des Affaires étrangères a donné une vague description qualifiant la situation actuelle de ni bonne ni mauvaise. Dimanche, le président turc Tayyip Erdogan a appelé à un cessez-le-feu lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine. L'Ukrainien Volodymyr Zelensky a également évoqué l'urgence d'un cessez-le-feu, mais n'a pas bougé sur la souveraineté et l'intégrité territoriale. Un nouveau cycle de négociations est à venir car nous recherchons la paix vraiment sans délai. Comme j'en ai été informé, il y a déjà une opportunité et un besoin pour une réunion en face à face en Turquie. Ce n'est pas mal. Voyons le résultat. Nos priorités dans les négociations sont connues. La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne font aucun doute. Des garanties de sécurité efficaces pour notre État sont obligatoires. Notre objectif est évident, la paix et le rétablissement de la vie normale de notre État natal dès que possible. Direction le Burkina Faso, manifestation contre la coopération avec la France. Une coalition d'organisations de la société civile a organisé un rassemblement pour demander la fin de la coopération militaire avec la France. Voici un reportage signé Africa News. Au Burkina Faso, une coalition d'organisations de la société civile a organisé un rassemblement pour demander la fin de la coopération militaire avec la France. Les manifestants ont appelé les autorités du pays à rejeter les accords avec la France au profit de la Russie. Nous contestons les installations des forces armées étrangères qui ne méritent plus notre confiance sur notre sol. Demandons l'annulation des accords coloniaux qui nous maintiennent dans l'impasse depuis des années. Depuis des années, la France, notre colonisatrice, elle est là, au pays Burkina Faso, croyant lutter pour défendre nos intérêts, mais pourtant c'est le contraire. La France est au Burkina Faso en train de piller nos richesses et nous créons aussi le terrorisme. En fournissant des armes au terrorisme, et ce sont ces mêmes terroristes-là qui combattent nos soldats au front. Lors d'une conférence de presse, le Bureau de l'Unification a suggéré au président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de se tourner vers la Russie, convaincu que cette dernière pourrait être la solution au problème de terrorisme. Nous tenons en compte la Russie, puisque dans le monde entier, c'est la Russie qui a œuvré positivement pour faire quand même disparaître l'hydre terroriste en Syrie, au Venezuela, en Centrafrique et au Mali voisin, que nous constatons quand même un progrès positif. La manifestation qui était prévue à la place de la Nation à Ouagadougou n'a pas obtenu l'autorisation des autorités. La coalition, qui regroupe plus de 72 membres, a été créée au lendemain du coup d'État du 24 janvier. Zoom sur la presse, radiographie de la visite du président américain Joe Biden en Pologne. Sur Europe 1, Vincent Hervé a livré son regard sur l'actualité internationale. Joe Biden, la machine à gaffe. Écoutons l'extrait. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur la tournée européenne et notamment polonaise ce week-end de Joe Biden. Il a dit, le président des États-Unis, que Vladimir Poutine est un boucher et surtout qu'il ne peut pas rester au pouvoir. Alors, on connaît la réputation de Joe Biden, une machine à gaffe, et ça s'aggrave, 79 ans, 2 AVC, beaucoup de stress, il y a des absences, on compatit. Au début du mois, pendant son discours sur l'état de l'Union, il a déclamé que Poutine ne gagnerait jamais le cœur et l'âme du peuple iranien. Oups, c'était ukrainien qu'il voulait dire, a précisé le porte-parole de la Maison-Blanche qui passe son temps à rectifier les propos du patron. 54% des Américains pensent que leur président n'a pas les capacités mentales pour faire le job. Du coup,
l'entourage fait ce qu'il faut pour combler les trous de mémoire, limiter la casse, des discours courts, des conférences de presse pas oppressantes. Alors samedi, le discours dans la cour du Château Royal à Varsovie avait plutôt bien commencé. Il a commencé par la bonne citation du bon auteur, Saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Et le président a continué à lire le prompteur pendant 27 minutes. Tout était soigneusement calibré pour manifester l'unité des Occidentaux qui tentent d'arrêter la guerre sans faire la guerre, sans donner de prétexte à Vladimir Poutine pour étendre la guerre. Mais avant de descendre de l'estrade, patatras, Saint-Jean Bouche d'Or a improvisé et mangé le morceau. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Alors aussitôt, les diplomates de la Maison-Blanche ont rétro-pédalé furieusement, clarifié, prétendu que le président ne parlait pas du pouvoir de Poutine, qu'il n'avait pas appelé un changement de régime. Joe Biden a toujours eu l'art de dire ce qu'il ne fallait pas dire, et même le pire de ce qu'il ne fallait pas dire. En l'occurrence, il a donné à Vladimir Poutine l'aveu qu'il attendait. Les États-Unis se servent de l'Ukraine pour l'abattre. Le paranoïaque du Kremlin est réellement persécuté. Et il y a donc 2 leçons à tirer de l'événement. 1. Joe le gaffeur est entouré de fiefs et menteurs. 2. Vous avez de bonnes raisons d'avoir peur. Bon, Vincent, quand même, Joe Biden a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais oui, en Europe de l'Est, des dirigeants considèrent le maître du Kremlin comme un ennemi du genre humain et imaginent qu'à force de pression politique, économique, militaire, il va être emporté par un putsch. Le type même de raisonnement interdit à un homme d'État, parce qu'il ne doit pas prendre ses désirs pour des réalités, et parce que l'Amérique, depuis 40 ans, a démontré que le changement de régime ne réglait rien, d'Haïti jusqu'en Afghanistan, que de désillusions. Le pire est quasi certain et le pire a de l'imagination. Et pourtant, c'est l'espoir de Joe Biden, son objectif final, son but de guerre, que Poutine soit débarqué. Cette gaffe n'est pas une erreur, c'est un aveu. Alors d'ailleurs, ça n'est pas la seule qu'il a faite ce week-end. Alors il a fait mieux, ou pire, moins remarqué. Devant les parachutistes de la 82e Airborne, déployés à la frontière, il a lancé « Vous allez voir quand vous y serez. D'ailleurs, certains d'entre vous y sont déjà allés. » Alors c'est la gaffe à la puissance 2, ça. Il dit que les soldats américains sont sur le point d'être envoyés au front, ce qui est en totale contradiction avec la politique officielle, et il laisse entendre que certains y ont déjà été engagés secrètement. Ce week-end, c'était le printemps, et avec, grâce à Joe Biden, une belle éclaircie dans le brouillard de la guerre. On sait où il entraîne les États-Unis et l'Europe avec elle. Toujours dans la page internationale, en Asie, le corona est toujours présent. Plusieurs grandes nations sont confrontées à une brutale reprise des contaminations du Covid, avec un nombre de morts qui rappelle le tout début de la pandémie. Voici un dossier spécial signé La 5 à l'émission C'est dans l'air. À l'extérieur, devant la porte de cet hôpital, des dizaines de malades sur des brancards. À Hong Kong, les cas de Covid sont si nombreux que les parkings font désormais office de salle d'attente. J'ai demandé au médecin, mais il n'a aucune idée du temps que je dois attendre, parce qu'il y a trop de patients Covid à l'intérieur. Donc ils ont du mal à répartir toute la main-d'œuvre. Même de nuit, les patients attendent des heures sans être sûrs de pouvoir être pris en charge. Comme la maman de cette fillette de 2 ans, positive au Covid. Ils n'ont pas de place pour nous, donc on n'a pas d'autre choix que de rentrer à la maison. Les soignants sont débordés. Plus de 280 000 cas ont été enregistrés à Hong Kong ces 2 derniers mois, 20 fois plus qu'en 2 ans de pandémie. La région affiche désormais le taux de mortalité le plus élevé au monde. Pour enrayer cette nouvelle vague, les autorités ont même été jusqu'à construire, à la hâte, des camps d'isolement. 70 000 places réparties sur plusieurs sites en périphérie de Hong Kong. Des préfabriqués alignés de seulement quelques mètres carrés par chambre, avec barreaux aux fenêtres. Impossible de sortir avant 14 jours, même pour les asymptomatiques, sous peine de risquer 6 mois de prison. Selon les scientifiques, le variant Omicron aurait contaminé la moitié des 7 millions d'habitants, mais pour l'instant, pas de reconfinement à Hong Kong, contrairement à d'autres régions chinoises. À Shanghai, certains quartiers sont bouclés. Les complexes résidentiels dans lesquels je livre sont confinés. Je viens de laisser des colis aux portes car elles sont bloquées par les barrières. La capitale économique tourne au ralenti.
J'ai des amis avec qui je traînais il y a quelques jours et qui ont été soudainement mis en quarantaine. Nous étions censés quitter Shanghai. Mais on ne peut plus partir maintenant. Le gouvernement nous a dit de faire un test Covid dans les 48 heures. Nous allons le faire. Comme eux, des milliers de Chinois sont priés d'aller se faire tester. Dans les grandes villes du pays, ces mêmes files d'attente devant les centres de dépistage. Le gouvernement fait la chasse aux cas positifs alors qu'une grande partie de la population n'est pas vaccinée. Nous avons encore 52 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui n'ont pas suivi le cycle complet de vaccination. Parmi elles, la plus grande proportion est celle des personnes âgées de plus de 80 ans. Ils sont seulement 51% à avoir reçu le cycle complet de la vaccination contre le Covid. Alors que certains scientifiques demandent la fin de la politique zéro Covid, le gouvernement chinois campe sur ses positions et se défend. Grâce à la stratégie zéro Covid et à des stratégies de prévention précises, la Chine a assuré des activités de production normales et la vie de la majorité des personnes dans la grande majorité des régions, réduisant ainsi les désagréments causés par l'épidémie. À Singapour, les autorités hésitent entre la stratégie zéro Covid, appliquée depuis le début, ou laisser circuler le virus. Ici, dans une semaine, il sera possible de tomber le masque en extérieur, de quoi réjouir les habitants. Hong Kong et la Chine ont adopté une stratégie de type zéro Covid, ce qui crée beaucoup de stress pour les gens. J'ai des collègues là-bas aussi, je ne les ai pas vus depuis 2 ans et je pense que ça commence à les affecter. Je pense donc que Singapour va définitivement dans la bonne direction en ce qui concerne l'ouverture, l'assouplissement des mesures. Et le Covid-19 commence à devenir endémique. Après des mois d'interdiction, les rassemblements de plus de 10 personnes seront à nouveau autorisés et la quarantaine pour les voyageurs vaccinés levée à partir du 1er avril. De quoi reconnecter le pays au reste du monde, selon les mots du gouvernement. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce lundi. La production est signée Ed Prod, présentation Erlich Dorelas. Eh bien, c'est couleur du temps pour ce aujourd'hui. Ah, Boston, c'est le printemps, mais il fait froid. Sur Boston, 29 degrés Fahrenheit, moins 2 degrés Celsius. Écoutez bien, un froid de Sibérie, dans la capitale des grandes universités du monde, Jacmel, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Manel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.